participants, un bon timing pour démarrer, n'est-ce pas? Donc, si vous permettez, nous allons lancer ce webinaire tant attendu par plusieurs membres de l'Agora BMH Coach. Donc, ce webinaire rentre dans le cadre des actions qui sont lancées récemment par l'Agora BMH Coach donc pour organiser un certain nombre de webinaires et un certain nombre d'événements, de lectures, etc. Et j'ai l'immense plaisir d'animer ce webinaire en recevant notre cher Christian, que personnellement je connais depuis combien? 18 ans, 19 ans? 18 ans, c'est ça? Puisque j'ai le privilège d'être de la première promotion, l'un des vieux de la vieille. Et donc, ce thème très intéressant à mon sens, quel coach et quel coaching pour demain, je pense que c'est un sujet d'actualité essentiel qui intéresse beaucoup de coachs et c'est un sujet sur lequel nous aurons à débattre longtemps, longtemps après ce webinaire. Christian, donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu es psychologue clinicien. Tu travailles beaucoup dans la gestion de crise, si je me rappelle bien, surtout dans la perspective de projet de vie, n'est-ce pas? Et puis, tu as beaucoup collaboré avec Mohsin Ayyouch et avec la HAMAC et BMH Coach. Et personnellement, cet après-midi, je me suis dit, depuis la première fois on s'est rencontrés, quels sont les mots qui sont restés marqués et que tu répétais souvent? J'en ai retenu deux. Tu m'en diras par la suite ce que tu en penses. D'abord, le terme maïeutique que tu répétais sans arrêt. Et donc, c'est resté ancré dans ma tête. Et puis, un deuxième, l'ipradia, n'est-ce pas? Je ne sais Tout pas à si fait. si tu confirmes cela. En tout cas, bienvenue parmi nous. Je te laisse 2 secondes pour accueillir les personnes qui sont avec nous avant de démarrer. Bonjour à tous, bonsoir. Merci d'être là, d'être si nombreux par cette journée lumineuse et bleue. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, mais ça fait partie des facilitations de rencontres, parce que je sais que le Maroc est grand, que les distances sont intenses, et donc si ça permet de rencontrer d'autres humains avec plaisir et passion, c'est un plus. Donc voilà, je vous remercie d'être là et nous pouvons commencer, cher ami de 18 ans. Parfait, parfait, bienvenue. Alors, nous allons essayer de tenir ce webinaire dans 1 heure, n'est-ce pas? Comme ça, l'attention sera pertinente jusqu'au bout. On essaiera de ne pas trop retenir les gens plus. Et donc, c'est le challenge que nous aurons à assumer ensemble. Maintenant, avant de démarrer, si tu permets, Christian, quel est, à ton avis, ton évaluation du coaching d'aujourd'hui? Je crois qu'il évolue énormément vers la quête de sens. Tout coaching, in fine, est un coaching de crise avec une forte dimension existentielle, même s'il a lieu dans le monde professionnel, même s'il a lieu dans l'entreprise, dont on sait tous qu'elle est en pleine évolution, en pleine mutation. Donc, euh, le coaching met au défi l'évolution personnelle et sociétale, et donc il est de plus en plus porteur de sens. On est bien loin de ces objectifs de performance qui sont finalement des résidus d'une idéologie néolibérale complètement mortifère et obsolète. Plus radical, je n'ai pas changé. D'accord. Donc, ta manière de s'exprimer est toujours la même. C'est toujours Oui, oui, un je me plaisir. bonifie en vieillissant, hein. Très bien, mais alors, c'est bien beau de dire cela, mais alors, depuis le temps que nous pratiquons le coaching, qu'est-ce qui fonctionne le mieux jusqu'à présent? Et donc, à contrario, qu'est-ce qui ne fonctionne plus très bien aujourd'hui?
en matière de Moi, je crois coaching. que tout dépend de, quand tu dis fonctionner dans le coaching, tu parles de Mhm. quoi? De la séance, des personnes qui s'adressent à nous, En fait, c'est du le métier. contexte. C'est le métier. Le métier, je crois que euh, le métier a beaucoup évolué. Il est saturé de diversité. Il y a une pléthore d'écoles, il y a énormément de choses, mais il y a quand même un axe central qui est la relation à l'autre sur un mode maïeutique, et ce qui requiert effectivement cette fameuse hypradia, intensité de présence attentive, dépouillée d'intentionnalité et d'attente. L'accordage, l'empathie, c'est le fondement. Et puis de là, il y a toute une mise à jour du défi, et c'est sur un mode maïeutique, hein, que la défi cultée va devenir défi intégré. Et donc la maïeutique est fondamentale avec tout ce qu'elle implique. Et donc il n'y a pas, on ne fait pas, on ne crée pas le métier de coach à partir d'un dérivé d'école de psychologie ou de grilles imposées. Non, non. C'est vraiment le fondement maïeutique, la rencontre de l'empathie, de la maïeutique au service de l'autonomie et de la liberté de l'autre. C'est ça qui est le cœur du coaching. Comme dirait Mohsin Ayouch, vieux sage parmi les vieux sages, c'est toute la différence entre un coach et un technicien du coaching. Hein. Bon. Exact, exact. C'est vrai que, comme tu le dis si bien, il faut s'habiller de l'habit du coach, effectivement, et non pas amasser un certain nombre d'outils pour les pratiquer. Donc, c'est vraiment la réalité. Mais bon, alors, avec la pratique de tant d'années, je suppose que c'est des dizaines d'années de pratique de ta part, à ce jour-là, 40, 40, d'accord, d'accord. Bah, c'est une expérience vraiment à capitaliser pour nous. Euh, à- à- comment tu évalues, comment tu vois les limites actuelles du coaching? Moi, je crois que les limites actuelles, l'enjeu n'est pas de répondre à un plus de performance ou de soulager succinctement quelque chose, quoi qu'il puisse y avoir vraiment des conflits, des tensions, des choses à résoudre, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment de donner cette dimension profondément humaine et psychologique, enfin, ontologique au coaching. Il faut savoir que la personne qui est en face de vous, que ça lui soit demandé ou qu'elle vienne d'elle-même, est en général en crise, donc elle est en quête de sens, elle veut comprendre ce qui lui arrive. Et je crois que le fait de remettre ça en perspective dans sa dynamique de vie, même si on se cantonne à un problème très précis, c'est ça qui va élever le métier, qui lui donne son oxygène, tout simplement. D'accord, d'accord. Bon, mais tel qu'il a été pratiqué depuis que tu l'as démarré il y a 40 ans et son évolution dans le temps, c'est clair à mon sens, hein. Bon, moi, je ne le pratique que depuis récemment. À mon sens, il y a certaines pratiques qui sont devenues obsolètes et que nous allons au fur et à mesure voir peut-être naître une nouvelle manière de pratiquer le métier, ou du moins la perception de la cible par rapport au métier. Enfin, moi, en tout cas, en tant que psychologue clinicien, je m'intéresse au fondement de l'accompagnement. Cette fameuse route Hmm, que vous connaissez tous, et l'accordage, l'accord de présence, puis l'accord de sens, l'accord d'émergence de danse, donc le voyage. Tout ça, ça reste des fondamentaux qui, eux, ne bougent pas. Alors hmm, après, en matière de lecture des problèmes, de décodage, on sait très bien qu'il y a certains outils qui finalement sont biodégradables. Hein. Je veux dire, bon, on sait tous à quel point certaines catégories du vocabulaire d'une approche ou l'autre, elle est tellement entrée dans la vie commune qu'on en parle, que c'est intégré, quoi. Hein. Hein, hmm, hmm, je pense à Palo Alto, à la psychanalyse, tout ça, ça fait partie de la culture générale maintenant. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a quelques années, il y avait des rayons comme ça dans les librairies sur le coaching. Maintenant, elles sont réduites à ça. Et tout est passé dans le développement personnel, c'est-à-dire l'auto-coaching. Et hmm. c'est le fameux concept de biodégradabilité des concepts cher à Edgar Morin. Plus c'est digéré, moins c'est visible.
Donc voilà, nous sommes tous de vieux pachydermes, conceptivores, qui intégrons certaines données, quoi, hein. Qui se souvient que le mot complexe vient de Jung et que tout ça fait partie du... Oui, on dit il a des complexes, etc. Enfin, c'est un exemple, hein. Euh, Recadrage, c'est un mot qui aujourd'hui fait partie de toute la littérature. Je veux dire, et c'est ça qui est intéressant. Ce ne sont pas tant les approches que les concepts qui subissent une mutation phytothérapeutique, hein. C'est intégré, ça évolue, donc c'est passionnant. Mais en tout cas, toi, Mais la roue, le cœur de l'accompagnement, ça hmm, reste. Si tu n'es pas dans l'empathie, dans l'hypradia, si tu n'as pas une intelligence de la situation pour quand même décoder, mais à travers toutes les reformulations d'usage, le décodage devient recadrage. Un hmm, bon hmm, décodage, c'est un recadrage qui remet en œuvre et en perspective. Donc on passe voilà du décodage au recadrage et à l'ouvrage. Mais ça reste. Tu peux pas, si tu n'es pas en relation humaine avec quelqu'un, d'où ces reformulations qui peuvent devoir se reformuler précisément pour s'assurer que la résonance empathique est toujours là. S'il n'y a pas tout ça, c'est du vent pour les arbres. Mais encore, on est gentil en disant ça. Donc, le cœur du métier, le cœur de la présence à l'autre, hein, l'accompagnement, ce sont deux visages qui se rencontrent dans leur altérité, mais mènent une quête commune de liberté plus grande. Ça restera toujours. hmm, hmm. D'accord, d'accord. Il faut aller à Mais l'essentiel. en tout cas, on voit bien que tu gardes toujours ta logique de métaphore pour exprimer tes idées. Ah C'est oui, oui. formidable. Je fais preuve de facilité. Je, Exact. euh, n'est pas Mais Heidegger qui veut. exact, exact. Mais bon, j'imagine, bon, on a tous étudié à mon sens les différentes compétences nécessaires pour le métier de coaching. Mais bon, si on les voit dans la perspective, à ton avis, quelles seraient les compétences nouvelles et nécessaires pour le coaching de demain? Ben, le coaching de demain, demain est déjà aujourd'hui, hein, enfin, on est déjà dans le demain, mais en tout cas, une immense indépendance d'esprit vis-à-vis des écoles, des courants, des concepts, des appartenances, des filiations, une immense indépendance d'esprit. Le coach doit être un homme libre. Ça, c'est la première des compétences. Et une grande capacité de résonance empathique, parce que, bon, effectivement, on ne fait pas pousser les salades en tirant sur leurs feuilles. Je suis ici à la Hmm. campagne, donc dans la permaculture, et il faut savoir être en résonance au rythme de l'autre, sans complaisance. Donc ça, c'est vraiment le fondement, d'où la force parfois du silence. Il n'y a pas il n'y a pas de décodage standard d'un être humain. Ça n'existe Hmm. pas, ça. Et on ne fait pas un coaching à partir d'un courant de psychologie. On va pas faire un coaching PNL, un coaching ProcessCom, un peu comme si on plaquait quelques questions sur une vieille théorie. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on peut puiser dans le décodage des regards, des lectures, des approches qui sont utiles et intéressantes, évidemment. C'est ça, c'est ça. C'est ça, ça. En fait, ça me rappelle un long sujet de débat que nous avions eu à un moment donné, que le coach doit-il être généraliste ou doit-il être transversal ou spécialisé? Qu'est-ce que Ça tu en dépend, ça penserais? dépend. Ça dépend, tu vois, parce que moi j'accompagne les crises, mais il y a des gens extrêmement compétents qui vont s'attaquer à la gestion des conflits, par exemple, dans un mode Hmm, relationnel, que ce soit une équipe ou, je sais pas, moi, dans la vie de tous les jours. Mais là encore, ça génère des crises, les conflits, hein, quand ils ne sont pas intégrés. Donc, je pense que c'est un peu comme un bon médecin, il est généraliste, il est transversal, il a une vision quand même globale, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un certain type
de résonance qui lui permettent d'envoyer chez le bon spécialiste. Ça, c'est une question d'équation personnelle. C'est une question d'équation personnelle. Tu as des gens, par exemple, qui adorent coacher des équipes ou alors qui accompagnent les leaders, les managers, tout ça. Ça, c'est à chacun de voir son équation, sa résonance intime. Mhm. D'accord, d'accord. Euh, bon, nous allons donner la parole tout à l'heure, bien sûr, aux participants pour eux aussi puissent s'exprimer et poser leurs questions. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de questions dans le chat, mais avançons dans la réflexion. Après, maintenant, nous voyons que notre cible, les clients, ceux qui voudraient utiliser le coaching, eux aussi ont subi une évolution et qu'ils deviennent maintenant beaucoup plus exigeants. En fait, quand ils viennent vers le coach, ils viennent déjà avec des a priori, avec des idées, et ils ont des attentes bien, bien différentes et bien mûries, et peut-être qu'ils seraient déçus en voyant, en ayant cette relation première avec le coach. Comment tu vois ça? Ben, c'est un peu comme les patients aujourd'hui, ils sont beaucoup plus compétents que les médecins. Hein, Mhm. et ils savent ce qu'il faut faire, la médication, le traitement. Ils ont lu tout Et ça. comme, et comme beaucoup de médecins sont très incompétents, ça pose un problème sérieux d'ailleurs. Ils sont doublés dans les cascades par les fugitifs de la guérison. Mais je pense, mais là encore, si quelqu'un vient me voir en disant j'ai des attentes extrêmement évoluées, monsieur, vous Mhm. comprenez bien que, etc., etc., je dirais ben oui, d'accord. À ce moment-là, on va dire mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? C'est toujours comme ça. C'est une visitation. C'est pas une cible. C'est un être Mhm. humain qui te fait le don de sa visite, fût-elle fugitive et éphémère. Et donc, je crois qu'il ne faut pas rentrer dans ces trucs. Les clients sont terriblement exigeants. Non, 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 non. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Mhm. avez-vous besoin? Ou alors ça vous est imposé par je ne sais quel logique d'entreprise, là, c'est un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et Mhm. quel pas, quel pas de danse, hein? Parce que l'accordage devient accordance. Et le premier pas de danse est le premier pas du voyage. Et c'est là qu'il faut être très minimaliste. C'est le vieux fond ericksonien du minimal change. On va travailler sur une petite chose, même s'il s'agit d'un processus d'individuation, d'une quête métaphysique, comme tout ce qui se passe. Tout pas, la quête est dans le pas, mais tout pas est dans une quête. Ah, effectivement, effectivement, mais ça sous-entend peut-être de la part de la cible déjà un début de frustration particulière, le fait qu'il ait pris la peine d'aller chercher et d'aller se spécialiser lui-même dans cette attente et aller trouver les réponses avant d'aller à la première séance. N'est-ce pas là déjà un début de frustration particulière? Ne parlons Non, pas des la cas vraie question, d'imposé, c'est de coaching pourquoi imposé. allons-nous voir Omar ou Creed? Pourquoi allons voir cet homme rayonnant, jeune retraité, que les gens ont envie de rencontrer? C'est ça la question. Il n'y a pas de Voilà, cible, il n'y a rien du tout de tout ça. Par contre, on peut se faire connaître, hein. Le savoir-faire implique aussi le faire savoir. Mais c'est pas ça l'essentiel. c'est pas ça l'essentiel. Pas de C'est cible. là, Il faut oublier tous ces mots militaires, trumpiens. voilà, La cible, l'objectif, la stratégie. C'est militaire, c'est US, c'est United States of America. très bien, très bien, très bien. Et russes aussi. Les Russes ne sont pas mieux, on sait bien. Pareil, pareil. Cela me pousse à dire que la perception initiale, basique de l'accompagnement, le coaching en accompagnement, dans le sens de l'accompagnement, n'est-il pas maintenant, n'évolue-t-il pas maintenant vers le coaching de transformation? Ben, oui, oui, évidemment.
Enfin, ça a toujours été, hein. Euh, la personne se transforme, elle va déployer, c'est un peu comme une fleur qui a été blessée, elle va se déployer. Et effectivement, on va vers le mot transformation, encore faut-il le définir et l'illustrer. Mais oui, de Mm. toute façon, on est au service d'un processus d'individuation tel que Jung a pu le définir, à savoir un recentrage dans son axe, tout en ayant une personnalité à la fois centrée et épanouie. Hein, être dans son axe et à sa place. Donc c'est D'accord, vraiment ça. Clairement, d'accord, hein, ben ça, je pense que ça fait 4 000 ans que c'est comme ça. effectivement, et dans tous les métiers. 2 500, on va dire, avec Socrate, mais enfin. Très bien. Socrate, Socrate visait l'émancipation par la déconstruction. Il était dans l'ironie, dans la confrontation, il allait dans le sens de son interlocuteur et puis le déconstruisait, le plaquait au sol, sans doute avec une certaine bienveillance, parce qu'aujourd'hui on est beaucoup plus édulcoré qu'à l'époque. Mais ça a toujours été ça, c'est l'émancipation, l'alignement à son axe. Mm, Ça mm. nous rend indestructibles. Quelles que soient les turbulences de la vie, si on est dans son axe, on est indestructible. Parfois chêne, parfois roseau, mais indestructible. D'accord. Socrate, s'il était là, est-ce qu'il aurait été un bon accompagnant? Non, non, pas du tout. Ça aurait été un tueur en série. Mais un tueur tendre, c'est-à-dire Ben que c'est oui. quelqu'un il n'accompagnait pas Socrate. Il, Mm, euh, il voyait les gens, il les déconstruisait, il les remettait dans leur axe, à leur place. C'est plus l'ostéopathe, quoi, hein, l'ostéopathe mm. ontologique. Mais oui, non, non, il n'aurait pas cette mièvrerie de la spipsiculture. C'est ça. Alors, en faisant le parallèle, Socrate maintenant, mais nous, à l'avenir, avec cette nouvelle donne de l'intelligence artificielle, de nouvelles manières de concevoir les choses, cette nouvelle manière de se réunir en ligne, etc., donc cette manière de faire de l'accompagnement à distance, l'impact de l'intelligence artificielle sur notre métier. Comment tu vois ça? Ben, c'est-à-dire que c'est pas de l'intelligence pour commencer, hein, c'est de l'information, hein, soyons Mhm, clairs. Donc, l'information, ce qu'on appelle l'IA, peut être très utile pour résumer un livre d'Heidegger, elle peut être utile pour poser un diagnostic, pourquoi pas certaines au niveau médical, je pense aux nanotechnologies en plus. Il y a tout ce qui est de l'ordre de l'information, du diagnostic et éventuellement de pistes d'intervention, elle peut être très utile. Mais en ce qui concerne la relation, l'accordage, l'alliance thérapeutique, cet amour de transfert dont parlent les psychanalystes, etc. Tout ce qui concerne le lien, elle n'a rien à voir là-dedans. Il faut surtout pas se laisser impressionner par ce gadget créé par des humains pour manipuler d'autres humains. Je me réfère à l'excellent article de Nebi, Monsieur Nebi, je ne sais plus si c'est mhm. son prénom ou Nabil. Nabil, c'est un excellent Mm. article qui le montre. Donc, il faut surtout pas vous laisser impressionner par cette gadget culture. Vous savez, aujourd'hui, il y a deux mutations. Il y a la mutation spirituelle, hein, on pense aux expériences de mort imminente, état modifié de conscience, mindfulness, enfin tout ça. Et puis alors, il y a la soi-disant révolution technologique qui finalement est là pour, dans l'esprit d'Orwell, inféoder les gens. Et donc là, il faut garder la grande distance. Je vais prendre un exemple très simple. Moi, personnellement, le MBTI, ben, j'en vois chez d'autres. J'ai fait plein de formations, mais je refuse de me certifier moi-même en MBTI. Donc, j'envoie ça chez des copines, quoi. Puis alors, elles font le profil de la personne. Et je dis, ben, je m'en doutais un peu, ok, très bien. Mais alors, si jamais c'est l'IA qui l'a fait, on s'en fout. C'est pas grave, ça. C'est votre accompagnement commence. Alors, si l'IA amène des informations, tant mieux. Mais c'est pas un problème, tout ça. Non, c'est certainement pas un problème. N'empêche Ni que une la solution non plus, réalité, mais enfin bon. enfin, Et, je disais, n'empêche que la réalité est là et que
cette nouvelle manière de faire existe et qu'il y a beaucoup de gens qui font appel à cette manière. La réalité est là. Donc, Mais moi, ce que je disais, pourquoi font-ils appel à cette manière? En quoi, je veux dire? Tu peux me donner un bah, exemple? il y a des outils qui remplacent l'être humain dans l'accompagnement. Ah Et bon? C'est effectivement, quoi? oui, ça existe, effectivement. Maintenant, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que On ne peut c'est pas professionnel? remplacer C'est autre l'être humain dans chose. l'accompagnement, c'est pas possible. On peut remplacer l'être humain dans le diagnostic. Mhm. Ok, une lecture ou l'autre, un décodage ou l'autre, qui est facilité par l'IA, pourquoi pas, Très bien. dans le Très bien. décodage, mais pas dans l'accompagnement empathique. C'est impossible. C'est jamais Très bien. une machine ne pourra faire ça. Ça n'est C'est-à-dire pas dans la possible. phase préparatoire. Dans la phase préparatoire Oui, pour la oui, lecture pourquoi pas? personnalité. Dans... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. Mais le cœur du problème, ce sera. Il faut surtout pas vous en faire. Je crois déceler une certaine angoisse là. Non, non, ne vous en faites Non, pas. pas du tout. C'est des questionnements qui sont là Oui, oui, et qui mais reviennent pour assez moi, souvent. il faut bien expliquer par contre, et là c'est important de faire œuvre de pédagogie, c'est de dire l'IA avec tous ses avantages et comme toute approche nouvelle avec ses défauts, ne remplacera jamais le lien humain. Très bien. Maintenant que des gens veuillent s'auto-coacher, s'auto-analyser, apprendre des choses sur eux par l'IA ou autre, ok, mais ça fait des années que les gens font des Mm. pseudo-profils MBTI sur Internet et tout. Et après, ils viennent quand même vous voir en disant qu'est-ce que tu en penses. Donc, je crois qu'il y a deux niveaux logiques complètement différents. Et Mhm. que les gens veuillent mieux se connaître par l'IA, tant mieux. Mais ça va pas du tout vous faire de l'ombre. Très bien. Au Très contraire, bien. ils vont devenir coachs. Parce qu'on sait bien que tout thérapisant finit par devenir thérapeute, tout psychanalysant finit par devenir psychanalyste. Et ce qu'un Exact. jour disait Lacan, le but de la psychanalyse lacanienne, c'est de former des psychanalystes lacaniens. Et le but de l'accompagnement, il y a tout le monde à ce moment, ou suite à je ne sais quelle blessure, veut devenir coach. Mais oui, mais c'est normal. Et puis ils feront peut-être autre chose après. Donc, Super. pas de panique à bord. L'important, c'est pourquoi un tel va aller voir Omar ou Creed. C'est tout. Ou Christian. Ou Christian, mais de toute façon, ne fonctionne qu'une chose, le bouche à oreille. Exact. Mais Mais en moi, tout j'ai l'avantage d'aimer le Maroc sans y vivre. Donc, mon regard est comme celui d'un caneton nouveau-né barbotant dans la mer de la mer du printemps, pour reprendre le nom du fleuve qui passe pas loin d'ici. super. En tout cas, nous, notre attente et nos questionnements maintenant, c'est de réfléchir et d'avoir ton point de vue par rapport à ce que sera le coaching de demain, comment est-ce qu'il faut le percevoir, comment est-ce qu'il faut le, le- l'expliquer et le comprendre. C'est ça notre objectif de cette Oui. rencontre aujourd'hui. À ce propos-là, je crois que ce sur quoi le coach doit vraiment miser, c'est la beauté et l'éthique du but. Exact. Qu'est-ce que la personne est venue faire? La beauté et l'éthique du lien. Comment cela va se mettre en place avec la personne? Et Mm. puis aussi une sacrée analyse de la motivation, du pourquoi la personne est là. Et donc là, vous allez amener un questionnement de telle qualité que c'est ça, et vous allez forcément générer une transformation de la personne dans son lien elle-même à son environnement, à son organisation. Donc vous êtes des mutins-muteurs d'organisation. Indirectement, je sais que le coach doit fermer sa gueule dans l'entreprise, mais par la qualité de votre travail, vous allez générer du positif. Et ça, c'est génial, quoi. Et c'est les thérapeutes, les mentors, enfin, il y a beaucoup de figures d'accompagnement, vous le savez, vont générer. C'est ça qui est beau, c'est que cette fraternité génère un levain qui est un levier d'humanité. Formidable. En tout cas, c'est toujours un plaisir de t'entendre. Si tu permets, nous allons peut-être laisser la place aux participants pour qu'ils puissent eux aussi te Avec poser joie. des questions et profiter de ta présence au maximum.
Donc, levez la main pour ceux qui voudraient s'exprimer. Alors, il y a déjà un certain nombre de questions dans le chat. Par exemple, hein, en attendant, quel regard portes-tu sur le coaching systémique? Ben, il faut voir dans quel contexte, mais l'approche systémique est une approche, ça implique une collectivité minimale. Déjà, bon, une thérapie de couple, ça peut être, c'est souvent systémique, mais enfin là, on est dans quelque chose d'autre, mais c'est forcément plusieurs personnes, ça peut être une équipe, un staff, ce qu'on appelle un comité de direction. Mhm. Effectivement, le coaching systémique est d'une grande valeur pour tout ce qui est dans des conflits, des tensions, des symptômes portés et porteurs. Ça, oui, bien sûr, c'est une approche très, très riche. Le regard, on va pas parler de coaching systémique, mais le regard systémique sur une problématique complexe et interactionnelle. Palo Alto, d'ailleurs, est une approche systémique, hein. Donc oui, bah, indéniablement, hein. Parfait. C'est Mustafa? Merci, merci Christian. J'enchaîne sur le coaching systémique. Dans le cadre de l'entreprise, aujourd'hui, nous recevons des demandes de coaching toutes faites, hein, packagées par un programme, par ce qu'ils appellent maintenant les focus areas. Disons, les RH aujourd'hui, ils viennent avec des demandes vraiment ficelées et ils essayent de vous mettre dedans, vous comme coach. Alors que peut-être que le coaché a besoin de cette liberté et le coach aussi. Voilà. Quid de la liberté du coach coaché dans les programmes RH tout ficelé par les entreprises. Merci. Mais là, bon, Moessine sera certainement plus habilité à répondre, mais je pense qu'il faut reprendre j'aime pas les mots contrat, mais enfin, il faut reprendre la raison pour laquelle on met en place une alliance, quoi. Et ça se passe entre deux personnes, dans la solitude interdépendante du cabinet, quoi. Mustapha, tu as raison, la tendance que nous observons sur le marché, c'est ça. L'entreprise, la DRH, a fait des assessments ou des évaluations et elle va avoir un programme plus ou moins ficelé. L'enjeu, l'enjeu l'enjeu est dans le contrat. L'enjeu est dans la spécification de la règle de base que le coach n'est pas tenu à des obligations de résultat. Et l'enjeu aussi, c'est d'expliquer, moi je suis bien prêt à accompagner dans ce chemin-là, mais celui qui va arriver là où il doit arriver et il veut arriver, c'est la personne coachée. Clarifier au départ, aussi bien par rapport au client d'affaires, l'entreprise, la DRH, qu'au client relationnel, le coach. Autrement dit, le coaché. Autrement dit, ne pas intérioriser cette demande. Mhm. Elle est là, on la prend en considération, mais on ne l'adopte pas nous en tant que coach. Elle reste la demande de l'entreprise par rapport à son salarié et il est libre d'en faire ce que bon lui semble dans sa relation systémique à l'entreprise. Voilà. Regardez cette expérience de Moessine. On a presque envie de devenir RH pour tout bousculer. Non, mais il faut effectivement prendre en considération le besoin du RH, mais effectivement, en même temps, dans la relation coach-coaché, clarifier la chose et se mettre d'accord sur qui est le bénéficiaire réel en in fine pour le coach. Une Soyez plus autre flexible. question? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Rebondir, si Ok. possible, Omar, sur ce qui vient d'être dit. Oui? En fait, je pense aussi que peut-être les RH, c'est par méconnaissance du métier de coach encore, qui font cet amalgame et ce fait de vouloir entrer dans des cases. Parce que finalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils sont très à l'aise avec des packages de formation, etc. Oui, la formation, ok, c'est hyper descendant et tout ça. Donc, ils sont à l'aise aujourd'hui avec ça. Maintenant, quand tu viens faire entrer le coaching où la demande est beaucoup plus
l'accompagnement est beaucoup plus individuel, etc., et beaucoup plus éthique, j'ai envie de dire. Eh bien là, il faut qu'on rentre dans des cases, effectivement, comme Mustapha le précise. Mais je crois que l'intention n'est pas mauvaise finalement. C'est juste que ils ont des process et par méconnaissance du métier, ils, Oui. ils ne s'autorisent pas à, faire confiance tout simplement bah, au coach ou voilà, parce que eux-mêmes ont une obligation de résultat vis-à-vis de leur hiérarchie. Je crois ça fondamentalement. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent mes Il faut amis expliquer tout invités, ça. mais il faut expliquer, il faut vulgariser ce métier. Et je rejoins Moissine sur le fait que effectivement, oui, contrat, ok, tripartite, on connaît tous, c'est magnifique. Après, ce qui se passe dans la relation Exact. avec le client et avec le coaché, comme le dit Christian, ben voilà, c'est là où tout se joue et c'est là où tout, où tout se passe. Et ce que disait Alain Cardon d'ailleurs une fois dans une vidéo, j'ai trouvé ça extrêmement bien, c'est-à-dire que dans un contrat tripartite où on demande à ce qu'un un collaborateur soit coaché, souvent le coaché et le collaborateur est le symptôme d'un système qui est parfois défaillant. Et donc là, c'est toute la responsabilité du coach et son éthique et son professionnalisme qui va pouvoir, à travers ces entretiens-là, aussi remonter peut-être un système ou des défaillances de ce système. Voilà, je crois ça, moi. Mhm. Absolument. Ah ben, formidable. Raja, vous voulez s'exprimer? Donc, je remercie énormément Christian et Omar pour cet échange qui est vraiment très riche. Moi, j'aurais deux niveaux d'intervention. La première, c'est quand Christian a parlé du coaching, du devenir de coaching, vraiment en étant très, très optimiste par rapport à ce devenir. La question, c'est est-ce que nous ne vivons pas une dégradation des valeurs? Les valeurs du coach qui sont l'éthique. Nous voyons actuellement, et ça c'est le terrain qui le dit, euh, euh, tout ce combat des prix et de la commercialisation du coaching et de sa vulgarisation à un niveau trop bas. Bon, moi, de toute façon, personnellement, je remercie énormément Christian et surtout Mohsin qui ont veillé à ce que notre initiation au coaching soit faite et avant tout basée sur les valeurs. Je pense que là, ils nous ont vaccinés contre cette dégradation. Est-ce que je ne remets pas en cause l'initiateur au coaching pour les coachs, qui était plutôt dans la vente, vendre le coaching, on a vu les thèmes, comment vendre le coaching dans pratiquement plusieurs formations. Le deuxième point, c'est au niveau du diagnostic par lien. À mon sens, la relation humaine et le travail du coach commence déjà au niveau du diagnostic. Ce diagnostic est fait sur les sentiments, la gestuelle, les valeurs. Je sais pas moi, peut-être parce que je suis trop intuitive, mais aussi énormément sur une intuition et une expérience. Est-ce que l'IA peut modéliser tout ça? Moi, faire le diagnostic, honnêtement, peut-être que je suis de la vieille école, je ne ferai pas confiance à l'IA. Et merci, Christian. Effectivement, plus le décodage est lucide, plus l'intervention sera aiguë. Mais effectivement, maintenant, je pense que là encore, votre fidélité à vous-même, votre éthique, dans ce qu'elle a de plus élevé, ne doit pas se laisser influencer par le courant de vulgarisation. Enfin, je crois comprendre qu'au Maroc, il y a un peu de tout, mais c'est généralisé ça, mais ça ne dure pas. Le temps n'épargne pas ce qui se fait sans lui. Les choses de valeur seules durent.
Donc, il y a eu ce moment comme ça où le coaching est devenu un métier presque à la portée de tout le monde, mais ils ne survivront que les meilleurs et avec surtout les meilleures valeurs. Donc, faut pas vous en faire avec ça. Effectivement, le marché va s'auto-nettoyer quelque part. Oui. Mais quand- combien de temps est-il nécessaire pour cela? Mais prenez le temps, il n'y a pas de problème. Vous savez, aujourd'hui, enfin, moi je parle en européen, francophone, il y a une telle rétraction économique, il y a de telles rigueurs, il y a une telle. Les gens rament de plus en plus. Ce qui fait que de toute façon, la demande, c'est là que l'exigence est bonne. C'est qu'elle veut vraiment le meilleur en termes de qualité. Et comme tu dis, le marché nettoie tout, mais c'est pas le marché. C'est l'implacable réalité de la vie. Et donc là, ne survivra vraiment que la qualité, la profondeur, la spiritualité même de ce métier, Oui. je pense. Et donc, du coup, faut pas vous en faire. Enfin, j'ai l'impression d'être très optimiste. Vous connaissez la différence entre un pessimiste et un optimiste? Le pessimiste dit ça peut pas être pire et l'optimiste dit mais si, mais si. Donc, je suis un pessimiste joyeux. Et faut pas trop vous laisser abattre par tout ça. C'est comme dans le champ de la psy, il y a des millions de thérapeutes actuellement. Je vais pas dire presque la moitié de la population. Et quand on voit des gens efflanqués dans les rues, ce ne sont pas forcément des SDF, mais des psys. Non, mais donc, vous savez, comme tous les chats ici au Maroc, c'est extraordinaire. C'est un phénomène que je découvre avec une intensité incroyable. Il y a beaucoup de chats qui sont là, malheureux, etc. Donc, tout ça, les, ne vous laissez pas apeurer ni effrayer par ça. Apeurer en termes, suivez votre voie, soyez fidèle à vous-même et effrayez par un phénomène sociétal qui va tomber de sa belle mort. Hmm. Très bien, très bien. En tout cas, tout ça est bien beau et c'est bien d'être pessimiste comme tu l'es. C'est Reda, تفضل. Oui, alors, non, moi je ne suis pas inquiet hein, par rapport à l'intelligence artificielle, hein. Ça, c'est parce que ce qui est fondamental dans le coaching, comme tu l'as dit, c'est la relation humaine. Et ça, l'IA ne pourra jamais le remplacer. Par contre, et je voudrais justement aller dans le même sens que Raja, je dirais pas je m'inquiète, mais je constate que ici au Maroc, en tous les cas, il y a une certaine dégradation du métier du coach, ou une certaine, un affaiblissement de la réputation de coach, dû justement à une multiplication d'écoles de formation qui n'ont pas le niveau, qui enseignent n'importe quoi, et des coachs qui se disent coach alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Et donc ça, ça réduit justement l'importance du coach ou ça réduit la réputation, ça touche, ça impacte la réputation du coach ou du coaching d'une manière générale au Maroc. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais en tous les cas, la situation est là. Et justement, dans une réunion du chapter Maroc, j'avais préconisé une labellisation du métier de coach. C'est-à-dire que l'ICF, Chapter Maroc, puisse accorder, donner après un examen ou après, comme ce qui se fait au niveau du ICF Monde, une sorte de label qu'on pourrait mettre sur sa carte visite ou sur sa plaque du cabinet pour différencier justement entre les vrais coachs et les autoproclamés coachs. Voilà, ça d'une part. D'autre part, j'ai peut-être une question à toi, Christian. On voit que le monde change dans une direction plutôt négative. On voit
il y a les guerres qui ont tendance à se multiplier, n'est-ce pas? Russie, Ukraine, l'Iran, États-Unis, Israël, etc. L'intervention de l'IA dans tous les domaines, avec la disparition de certains métiers, n'est-ce pas? Tout ça insécurise et crée des problèmes certainement psychologiques, problèmes de, de- de- de confiance en soi chez les gens, etc. Comment est-ce que, je veux dire, le coaching va être bien sûr très important dans cette évolution-là. Est-ce que on s'attend, est-ce qu'il y ait une intervention accrue du coaching ou est-ce que les sociétés vont évoluer dans une sorte de dépression générale? Alors, oui, oui. Moi, ce que je voulais dire par rapport à la labellisation du métier, euh, ce sont les universités qui doivent s'emparer de ce phénomène-là. Ce n'est pas une fédération ou l'autre qui a le pouvoir de décréter. Il y a d'excellentes formations et je pense que c'est en leur donnant un statut universitaire que on va sortir par le haut. Ça, c'était par rapport à l'intervention préalable et précédente. Par contre, concernant ce que j'appelle les anxiétés collectives, j'ai écrit un texte sur LinkedIn là-dessus, accompagner les anxiétés collectives. Je pense que le remède, c'est vraiment être au service de ce que Jung appelle le processus d'individuation. C'est-à-dire que vous êtes dans votre axe, centré, indestructible, fidèle à vous-même, et vous générez une communauté presque synchronistique de personnes sur la même longueur d'onde. C'est ça la solution. Et, et même, j'irai plus loin, une forme d'éveil spirituel, hein, que ce soit à travers une voie ou l'autre. C'est très intéressant parce que ce soit le yoga, la méditation, les arts martiaux, on peut aller à l'éveil. Que ce soit la psychanalyse, l'hypnose, le MDR, on peut aller à l'individuation. Que ce soit, peu importe la voie, l'important c'est qu'il y ait une communauté d'êtres qui sont vraiment centrés, indestructibles et libres. C'est ça l'enjeu de demain. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, et là je me fais mon sociologue géopoliticien, ce qui se passe, c'est que face à l'imminence d'une crise collapsologique énergétique énorme, les empires se reconstituent. Voyez le rapt du pétrole, voyez le pillage du grenier à blé de l'humanité, voyez la colonisation chinoise, ce sont les empires qui se reconstituent. Et donc là, il faut être conscient de ce qui se passe. Il y a une crise énorme en devenir et nous devons aussi inventer de nouvelles réponses écologiques à tout ça en tant que petit groupe. C'est la fameuse phrase de Batson, hein, Gregory Bateson, penser globalement, agir localement. Et donc là, il y a des solutions profondes, mais que le coaching peut aider, mais qui sont des solutions humaines, spirituelles et collectives. Mais effectivement, je pense que là, face à ce climat d'anxiété généralisée, d'ailleurs beaucoup de gens ne veulent plus faire d'enfants, hein, c'est significatif, et il y a ça, la réponse, elle est là. Enfin, la réponse, ça à chacun de trouver le mode de réponse qui lui convient. Mais le coaching et toute forme d'accompagnement, parce que enfin, moi je me définis comme accompagnologue, hein, c'est-à-dire que en tant que psychologue clinicien, j'étudie les fondements de l'accompagnement. Ça s'arrête là. Je ne me définis pas comme coach même si j'ai participé à la formation de futurs coachs dans la meilleure école du Maroc, grâce à mon vieux frère, vieux sage. Mais je pense là que il y a vraiment quelque chose de très important. C'est que si on est dans la fidélité à soi-même, à son projet de vie, à son axe profond, et quand on parle d'axe, de centrage, c'est des choses que tout le monde peut comprendre, indépendamment d'une école de psychologie, de philosophie ou une appartenance religieuse. C'est des choses qui touchent tout le monde. Et donc là, la clé, elle est là, et le coaching peut être au service de ça. Je suis un irréductible confiant dans l'humanité. Vous savez, c'est le fameux calendrier de Carl Sagan. Si on met le Big Bang le 1er janvier à 0 heure, l'homme apparaît le 31 décembre à 22h30. Donc pas de panique. Tu n'es pas un pessimiste là. En fait, ce dernier échange met sur la table le sujet fondamental de la crédibilité du métier.
effectivement. Comment est-ce que ceux qui pratiquent ce métier soient crédibles et que pas n'importe qui puisse prétendre être n'importe quoi. Mais ça, c'est le propre de plusieurs métiers d'accompagnement. Nardoré, le métier de formateur, là aussi, c'est pareil, ça doit être la même problématique qui est posée. Je me rappelle que c'est un sujet qui a été sur la table des mandats d'ICF Maroc depuis plusieurs années. C'est un sujet qui a toujours été débattu dans les bureaux pour voir comment aborder cette question, effectivement. Mais tu vois, si vous vous définissez comme professionnel de l'accompagnement, avec une formation profonde, dont le coaching, vous allez gagner en crédibilité absolue. Et peut-être que certains deviendront des thérapeutes, des formateurs, des psys, pourquoi pas. Le bel âge pour commencer une formation psy, c'est 60. Et pour aller dans la haute spiritualité, c'est 80. Et l'illumination a lieu souvent lors de l'expérience de mort imminente ultime. Quoi qu'on puisse y arriver avant. Je voudrais poser une question à moi, si tu permets. Tfaddal. Euh, alors, c'est une question provocatrice pour relancer le débat et elle est adressée à Nabil. Euh, on a parlé, Christian a dit, il y a un fondamental qui ne va pas bouger, qui est l'Ipradia. Mhm. Nabil, à ton avis, une intelligence artificielle type chatbot de coaching est-elle capable d'intensité de présence attentive, dénuée d'intentionnalité et d'attente? Non, Je pas le du dis tout. parce que l'intelligence artificielle est l'un, pas le seul domaine de tes compétences, c'est l'un de tes domaines de compétences. Et Oui, j'annonce à l'avance que tu seras notre prochain invité. Inch'Allah, avec plaisir, avec grand plaisir. Je voulais d'ailleurs réagir tout à l'heure. Je te réponds tout de suite non, en tout cas parce que ça reste que de la puissance de calcul et de mathématiques, ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui est à la surface. Ce qui se prépare en laboratoire pourrait avancer un peu plus avec un niveau d'intelligence plus et évolué, mais probablement pas intégrer la dimension émotionnelle ou symbolique ou spirituelle que nous avons nous en tant que. Donc, comme disait Christian tout à l'heure, l'IA ne peut pas remplacer la relation, ce n'est pas vrai. En revanche, je pense qu'il faut prendre en considération un aspect qui est extrêmement vicieux aujourd'hui, je le dis comme je le pense, dans ces IA. Toutes ces IA ont été fabriquées en tenant compte aussi du fonctionnement cognitif et cérébral de l'être humain. Elles ont été fabriquées aussi dans des laboratoires de neurosciences. Elles ont été faites de manière à créer une forme de dépendance. Vous le voyez très bien quand vous utilisez une IA, dans l'algorithme, il y a du tartinage, on caresse dans le sens du poil, on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes bien, que vous avez raison, que vous êtes intelligent. Tout ça est fait pour créer la dépendance, tout ça est fait pour faire en sorte que on crée de la proximité ou un semblant de proximité. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'individus qui utilisent ces IA-là quelque part en remplacement de coachs réels ou de relations humaines, croyant qu'elles ont trouvé là-dedans un espace dans lequel elles vont être comprises, elles vont être écoutées. Et quelque part, on va pouvoir petit à petit encadrer, décoder tout ce que fait un coach humain avec toute sa puissance naturelle. Il y a une simulation aujourd'hui dans l'IA de toutes ces compétences-là. Et c'est en ce sens, je vous le dis, c'est vicieux. Parce que Oui, si on n'y prête pas attention, si on n'y prête pas attention, beaucoup de gens, il y a des gens qui vont très loin. D'ailleurs, il y a eu, il y a quelques mois, beaucoup de sujets autour de suicides d'adolescents et de jeunes qui sont allés qui ont développé un sentiment de lien fort avec une IA. Et c'est cette relation-là qui les a conduits, j'ai envie de dire, à un moment donné, à déclencher l'acte de suicide. Et du coup, bon, il y a des changements aujourd'hui au niveau des algorithmes, mais ce sont des gens très hypocrites. Il faut être très, très lucide par rapport à ça. Derrière, il y a une économie immense, manipulation, hein. manipulation de folie. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est des gens qui veulent contrôler l'humanité. C'est clair, hein, c'est pas pour nos beaux yeux que tout ça est en train d'être fait. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Et on tombe dans le piège. Aujourd'hui, il y a une facilité. On est en train de nous apprendre. Pas plus tard, tout à l'heure, j'en parlais avec des gens. Si vous prenez par exemple, juste pour illustrer, hein, vous prenez la population des gens qui développent des logiciels, des codeurs. En moins de 6 mois aujourd'hui, on les a habitués à une forme de paresse intellectuelle qui fait que si on leur enlève le petit joujou, ils sont un petit peu perdus. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est dans une population très précise,
d'ingénieurs, de gens qui sont censés avoir une expertise très pointue et qui ont glissé, qui ont fait le glissement, j'ai envie de dire, cognitif vers la paresse intellectuelle. Mais tout est fait pour. La machine est trop puissante et tout est fait pour. C'est pour ça qu'il faut faire très, très attention. Maintenant, pour les coachs, je pense que nous vivons, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, un moment de grande anxiété. Et au niveau des organisations, au niveau des entreprises, je pense qu'il va y avoir besoin de faire une nouvelle forme d'accompagnement de cette anxiété. Parce que l'IA est en train de comprimer les fonctions de manière assez brutale. Elle va amener une déconstruction de la couche intermédiaire de middle management, ça c'est assuré, c'est en bonne voie. Donc, quelque part, il y a beaucoup de choses qui vont se collapser. Et les organisations vont avoir à un moment donné besoin de trouver de l'humain qui est capable d'accompagner ce mouvement-là, sans forcément connaître ni l'IA, ni la technologie, mais connaître l'humain, comprendre comment on l'accompagne. Je pense qu'il y a un grand changement qui doit être fait d'abord au niveau du rôle de la RH. Moi, d'ailleurs, je commence à militer un petit peu pour ça, parce que je pense que nos RH sont, j'ai l'impression en tout cas, en décalage de cran, un ou deux crans, sur la logique qui est en train aujourd'hui de se préparer pour les futures organisations. Ça va bien au-delà de la technologie. C'est une vraie déconstruction systémique et une reconstruction, entre guillemets, une nouvelle forme d'organisation. Et ça, pour des personnes qui sont dans le coaching, dans l'accompagnement, avec de la seniorité, avec une bonne connaissance, entre guillemets, des dynamiques humaines, des dynamiques de groupe, de la gestion émotionnelle au sein de l'organisation, je pense qu'il y a quelque chose de très positif, à mon avis, à imaginer et à faire, parce qu'il va y avoir besoin de béquilles. Hein. Parce que là, moi, je discute avec quelques dirigeants, avec quelques amis, quelques pairs. C'est clair, c'est panique à bord, c'est beaucoup d'anxiété. Ça va trop vite, trop vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de gober, d'ingurgiter, de comprendre que petit à petit, il y a de nouvelles couches de technologie qui arrivent, de nouvelles possibilités qui arrivent. Et ça dépasse très sincèrement notre capacité, en tout cas nous, humains, ordinaires, à intégrer tout ça et lui donner du sens tout de suite. C'est compliqué. J'ai envie de dire, quelqu'un a écrit le scénario ailleurs, il a appuyé sur le bouton, il a accéléré sur la machine, on a accéléré, ben, nous on subit, tous, partout dans le monde, hein, pas ici au Maroc, mais partout dans le monde, on subit, grosso modo, ce qui est en train de se passer. Et c'est là où l'IA, je vais reprendre, hein, ne remplacera jamais un humain. Moi, je suis un petit peu ce qui se passe en laboratoire. On va donner à l'IA, parce que l'IA actuelle, c'est que de la puissance de calcul et de mathématiques. C'est une IA qui génère en partant de la probabilité que le prochain mot, la prochaine phrase soit la bonne. Simplement, hein, c'est juste, sauf que derrière, on est en train de griller de l'électricité, on est en train de griller des ressources d'eau, on est en train aujourd'hui de faire un truc. C'est complètement fou ce qui se passe dans le monde. Hein. Quand on le voit avec un recul objectif, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer. C'est la course à celui qui pourra calculer le plus vite, le plus fort, le plus grand nombre. Mais derrière, c'est de la destruction j'ai envie de dire aujourd'hui, d'écologie et de valeur qui est juste phénoménale. Et on n'en parle pas parce que c'est les puissants, c'est ceux qui ont le pognon qui tirent les ficelles. Alors, il y a un mouvement, juste je finis rapidement, il y a un mouvement en cours aujourd'hui qui veut complètement changer ça, qui veut annuler l'effet de ce qu'on appelle les large language models. Il veut créer des IA qui intègrent un peu les règles de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour donner un exemple très simple, quand une IA vous génère une image ou une vidéo avec quelqu'un qui court et qui rebondit sur le sol, elle n'a rien compris à la physique qui est autour de ce mouvement-là. Par contre, elle va pixel par pixel reconstituer quelque chose. Le courant qui est en cours, c'est d'intégrer dans les futurs IA des règles de vie. Là, ça pourrait devenir un peu plus dangereux que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, et je boucle la boucle. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci. Merci. Excellent et passionnant. On a déjà vu ça après le coronavirus. Hein, je ne sais pas, je parle pour l'Europe, mais la déshumanisation des services, la raréfaction, comme je disais à quelqu'un qui travaillait dans les impôts, qui m'expliquait, je l'avais devant moi, mais je ne peux pas vous répondre parce que vous devez passer par voilà, autant de démarches. Et j'ai dit, mais madame, on va vous enlever votre travail, c'est la prochaine étape et on vous punira après. Donc oui, tu as raison et soyons vigilants, mais c'est comme le transhumanisme. Il y a la contrepartie, aujourd'hui les expériences de mort imminente, mindfulness, que sais-je. Ça fout ces fantasmes mesquiens à la poubelle de soi-même, la sagesse humaine intrinsèque. Donc là, il faut être lucide et confiant. Et écoute, moi je te rejoins sur le fait que la sagesse humaine, la lucidité sont des choses très importantes et il faut les garder en vue et je pense que c'est une ligne de défense que surtout les personnes qui travaillent dans l'accompagnement doivent garder en vue et doivent activer. Parce que c'est peut-être la différence que nous pouvons avoir, nous, personnes ayant travaillé sur nous, ayant quelque part cheminé un peu, chacun à son échelle et à son niveau dans l'accompagnement, dans les humanités. Et il nous appartient de rappeler ça. Parce que malheureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui,
le tsunami est là, je veux dire, la machine marketing autour de cet excès d'IA, cet excès de technologie est juste phénoménal. Et du coup, c'est pour ça que moi, en tout cas, j'écris un peu sur LinkedIn et je fais ce que je peux faire à mon échelle très, très modeste. À chaque fois que j'ai l'occasion, juste de rappeler que, bien sûr, l'humain compte avant tout ce bazar, hein, ça reste de la technologie. Et on est en train de nous forcer à aller dans un sens. Donc, à nous d'être vigilants et de savoir quand même savoir ralentir quand il le faut et savoir gérer les priorités. Au Maroc, nous avons la chance aussi encore d'être peut-être dans un pays qui n'est pas ultra numérisé. On ne se rend pas compte aujourd'hui de la chance que nous avons. Et il faut qu'on fasse attention à ne pas accélérer la numérisation sans garde-fou et sans réflexion, parce que le fait de ne pas être totalement numérisé aujourd'hui, nous, quelque part, nous sort un petit peu des griffes de cette machine. C'est Et pour ça c'est que une j'ai pas bonne. d'ordinateur. Pardon? Il y a Nathalie qui avait levé la main, Omar. Oui, pardon. Exact. Non, mais j'attendais que Sinabil puisse terminer son idée En tout cas, qui me Nabil, on captive. t'attend pour la prochaine intervention. Tu nous as mis Avec l'eau à la plaisir. bouche. Elle Avec Et durera plaisir. 2h30 exceptionnellement. Non, C'est non, non. génial. Et surtout cette affirmation un peu délicate par laquelle il a fini son intervention, le fait que nous ayons de la chance de ne pas être encore suffisamment digitalisé, ça c'est quelque chose qu'il faut étudier effectivement et prendre à sa juste valeur. Peut-être alors ou deux dernières questions. Nathalie, vas-y. Pas tellement une question, mais c'est pour rejoindre Nabil sur l'anxiété voilà, que je partage dans les entreprises. Maintenant, il y a aussi une nouvelle donne autre que l'IA, c'est une nouvelle génération de collaborateurs qui arrive et donc pas du tout, on va dire, où la notion du travail et de l'engagement, enfin la notion de travail, le rapport au travail n'est pas du tout le même que les générations passées. Et donc là aussi, il va falloir dealer, ces générations vont devoir dealer ensemble entre l'IA d'un côté hyper moderne, hyper avant-gardiste, cette génération qui est utilisateur et consommatrice d'IA et les anciens. Et je pense que là, nous, coachs, avons tous nos rôles à jouer pour que tout ce petit monde fonctionne ensemble. Voilà, c'était plus une remarque que j'avais à faire. Je sais pas, j'aimerais bien l'avis de Christian sur ça, sur Ben, pas ces conflits intergénérationnels, mais plutôt euh, c'est comment, pas conflit, mais tu vois, le fait que ces générations différentes doivent dealer ensemble et que là se pose la question de certaines valeurs qui ne sont pas forcément les mêmes partagées selon les âges des uns et des autres. Ce qui est bien, c'est que la jeune génération est totalement désidentifiée du travail. Ouais, C'est merveilleux. L'étymologie de travail, c'est tripalium, hein, instrument de torture. ouais. Chômage, c'est comare, se chauffer au soleil. Et donc, la désidentification du travail, la créativité, le projet de vie, le fil rouge et le dénominateur commun entre toutes ces générations, c'est le projet de vie et l'individuation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et là, il y a quelque chose qu'on peut accompagner du coup. Ben oui. Effectivement. Alors peut-être une dernière intervention, Nassima. Alors, oui, je souhaite en fait juste rajouter à ce que Sinabil a dit en commentaire, parce que oui, l'IA, il part vraiment d'une façon qui est très vite, on peut pas coopérer en tant qu'humain. Et dernièrement, la stratégie AI 2030, enfin que le ministère de Transition numérique, il est en train de faire et d'élaborer avec Mistral AI. Ils disent que il y aura pas de OpenAI, ça sera basé sur le OpenWeight. Ça veut dire c'est des données internes, par exemple de du BMH qui vont être instaurées dans Mistral AI, soi-disant c'est un AI enfin le nouveau AI de la souveraineté, soi-disant ils disent qu'il y aura une souveraineté marocaine et une souveraineté aussi de l'institution qui met ces données internes et il va vous donner des réponses, enfin, et c'est des réponses qui seront plus entraînées et plus neuro sur les datas que vous avez
par exemple, je parle, par exemple, les bouquins de Paulo Auto ou 'fin, des livres que vous allez mettre. Mais toujours, il y a des défaillances, même dans ce système que le Maroc, il dit que c'est un système 'fin, qui est plus soi-disant, qui a des résultats plus fiables, plus confiants. Il y a toujours des défaillances, il y a toujours des critiques, et parce que c'est toujours un système qui est semi-ouvert. C'est vrai que l'intelligence artificielle a commencé avec l'homme. On parle des internautes qui ont, enfin, les personnes de clic, c'est pratiquement, c'est une machine, mais ça commence de l'humain qui a fait entrer en fait ces données. Mais toujours dans tous ces systèmes, je pense pas qu'un jour il y aura un système qui peut, soi-disant, remplacer cette relation humaine, remplacer, voilà ce que vous faites. Absolument. Effectivement, ça nous a projeté dans une dimension IA incroyable. Ça passionne tous les participants. Nous arrivons à la fin de cette excellente initiative. Merci, merci Christian. Maintenant, peut-être une dernière idée. Que, que dirais-tu comme dernier message à tous ceux qui nous écoutent, sachant que tout est enregistré, hein? Mais le message est simple. Les crises nous enseignent la fidélité à soi-même. Et quand vous dites crise, pensez chrysalide. Soyez libre. Cruchot. Merci À beaucoup pour bientôt. ce message. Merci beaucoup pour ce message. C'est Mohsin, tu voudrais dire un mot? Juste remercier tout le monde et informer ceux qui nous rejoignent pour la première fois que c'est la deuxième activité de la communauté Agora BMH Coach, qu'il y en a une troisième qui est déjà prévue et je vous ai donné l'avant-première, c'est Sinabil dès qu'il est prêt à nous partager sa réflexion qui est très profonde et qui est celle non seulement d'un spécialiste de l'IA et d'autres domaines, mais d'un coach pur et dur, j'ai envie de dire. Et puis voilà, à nos prochaines rencontres, la matière enregistrée servirait éventuellement à sortir un livre, un document, quelque chose de ce genre-là. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, Sir Omar. Bientôt. C'est Merci toi tout le qui as eu monde. la main aujourd'hui et bravo pour ta modération. Bonne vie à vous! Bravo, Omar. Merci, Bravo. merci Au et à revoir. Bonne bientôt soirée à tout les le monde. amis. Portez-vous bien. Bye bye. À bientôt les amis. Au À la revoir. prochaine. Au revoir. Allah, salama.